Compatriotes congolais, nous voici une fois de plus au rendez-vous pour parler de la République démocratique du Congo. Et bien sûr, la RDC est en train de traverser une période très très noire. Vous remarquez bien le drapeau qui est bandé de la bande noire. Et cela montre à suffisance que réellement nous sommes en deuil. Et le deuil, si la manière dont nous célébrons cette mort et la manière dont nous voyons ce deuil de la RDC n'est pas de la même manière que nos compatriotes de l'Est, de la manière dont ils sont en train de vivre. Et les morts, ils les comptent au jour le jour. Et j'attire l'attention du gouvernement qui est en place, qui doivent tout faire, surtout le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense. Hier, samedi 27 mars, j'ai reçu une vidéo qui montrait un jeune homme qui venait d'être fraîchement exécuté à la machette. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire parce que vous allez comprendre d'où proviennent réellement l'insécurité. Alors, la scène montre ce jeune qui est là, ligoté par derrière, comme une chèvre, est en train d'être égorgé. Et puis découpé ensuite. L'image était atroce. À côté de ce jeune homme se trouvaient deux femmes. Une femme adulte et une jeune, ou une mère et sa fille, ligotées aussi derrière et attendaient leur tour pour être exécutées. L'image était atroce. Et les fameux égorgeurs étaient cagoulés. Comprenez bien les descriptions. Ils étaient cagoulés et ils étaient comme des bifouébés. Il y avait un chef qui était là, mais qui était habillé comme un kifouébé. Kifouébé à Lubumbashi, pour ceux qui comprennent le swahili, c'est un camouflage. Donc, une sorte de dissimulation, un habillement un peu bizarre, en vue de vous rendre un peu méconnaissable. Alors, ces gens-là avaient cela. Et remarquez bien que les égorgeurs, s'ils étaient réellement ceux-là qu'on nous décrive comme des miliciens, alors là, à ce niveau-là, il y a déjà un doute qui commence à entrer. Alors, les rebelles dont on parle, je peux dire, à la vue de cette vidéo, que ces rebelles-là n'existent pas réellement. Les égorgeurs existent. Les égorgeurs sont en réalité de paisibles citoyens, des gens qui se font passer pour de paisibles citoyens. Et ce sont ces gens-là qui commettent des forfaits. Et ces gens-là peuvent égorger même à 10 mètres du bureau de la police. La police ne peut pas s'en apercevoir parce que ce sont des gens du lieu qui connaissent bien tout ce qui se fait. Et ils ont le temps d'exécuter de manière dans leur camouflage, donc il est très difficile de les reconnaître. Et ce sont souvent eux, et je suis sûr que la vidéo, ce sont eux qui filment les vidéos et nous les envoient. Donc, c'est malheureux. Et j'arrive à conclure qu'il y a un marché juteux des têtes. Les coupeurs de têtes, il est possible qu'ils aient une récompense, qu'ils aient un prix. Et voilà pourquoi on égorge quand on veut. Du moment que la police cherche les miliciens, mais les miliciens restent dans le village. Ce sont des gens qui passent durant la journée comme des gens paisibles. Ce sont des gens que vous ne pouvez jamais soupçonner. Et je sais que le gouvernement, et notamment le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, devront tout faire. Et c'est facile à le faire. C'est facile à le faire. Je vous le dis sincèrement, c'est facile à le faire. Merci beaucoup. Entrons un peu dans la matière de ce que je vais parler aujourd'hui. Je vais parler des lignes sacrées, je vais parler d'un peu de tout. Je vais parler aussi du deuil qui nous a demandé, notamment avec la PARECO. Je vais parler de tout ce qui est de la diaspora aussi, je vais parler du gouvernement qui ne sort pas, les élections qui font débat et
et bien sûr du mouvement que vous connaissez, le Congo libre. Compatriotes congolais, si nous voulons parler de l'union sacrée, vous savez que l'union sacrée, malgré toutes les définitions que vous donnez à ce mouvement, à ce nouveau vent qui vient d'arriver, je vais simplement dire que l'union sacrée dont vous attendez, c'est un creuset. Un creuset, c'est une moule, c'est un récipient, une moule dans lequel on met des choses et on façonne ces gens-là selon la moule. Donc, c'est ça le creuset. Et lorsque vous pouvez être sale, voilà pourquoi vous pouvez être sale, vous pouvez être sale, noir de saleté, vous pouvez être rouge de péché. Et si vous entrez dans l'union sacrée, vous êtes nettoyé. Pourquoi vous êtes nettoyé? Parce que vous avez, en fait, vous avez demandé pardon. Et là, maintenant, votre ligne change. Et vous devez être honnête lorsque vous entrez dans l'union sacrée. Donc, l'union sacrée n'est pas dans un mouvement d'exclusion. Mais vous entrez et vous respectez la voie. Et cette voie, elle est très simple. C'est de respecter le peuple congolais et d'aimer le pays et d'aimer le peuple congolais. Si vous aimez, l'amour efface tout. C'est ça, en fait, l'union sacrée. Et l'union sacrée, tout le monde devrait y être, la diaspora aussi. Et vous savez que la diaspora congolaise représente à peu près une population entre 10 et 15 millions d'âmes qui vivent ici, dans la diaspora, ou du moins les Congolais de l'étranger. Et si vous remarquez bien, 10 à 15 millions, c'est en fait le 1/10 de la population congolaise. Et le 1/10 de la population congolaise devra avoir droit à une représentation. Et cela n'est pas une faveur, mais c'est un droit. Ce n'est pas un cadeau. À ce jour, se trouvent en fait des structures ici dans la diaspora. Parce que vous dites que la diaspora n'est pas organisée. Les deux structures qui sont là, organisées, il y a le Congo libre, représenté par moi-même. Il y a aussi la PARECO, qui est actuellement représentée par la nouvelle présidente, qui s'appelle Madame Candide Okeke. Donc, compatriotes congolais, parce que je parle de la PARECO, j'aimerais un peu m'attarder là-dessus et pour expliquer ce que c'est la PARECO. La PARECO telle que moi je l'ai comprise, c'est un mouvement de masse. C'est un mouvement de patriotes pour un Congo nouveau, pour un combat de la refondation de la RDC. Donc la PARECO n'a jamais été l'ennemi de la RDC. La PARECO n'a jamais été l'ennemi des Congolais. Sa vision a toujours été centrée sur l'unité du Congo et l'unité des Congolais. D'ailleurs, M. Honoré Ngwanda, qui est le géniteur bien sûr de ce mouvement, a démontré bien sa participation. Il a aidé, il a participé, donc il a soutenu Jean-Pierre Bemba à l'élection de 2006. Il a soutenu Étienne Tshisekedi à l'élection de 2011. Et il devrait toujours continuer à soutenir. Mais face à la situation qui s'est passée en 2009, avec l'avènement surprise, c'était une grande surprise en 2009. En 2019, avec l'avènement de Félix Tshisekedi. Alors, à ce moment-là, Ngwanda, qui avait déjà l'expérience de 2006 et 2011, a gardé tout simplement ce qu'on appelle la prudence. La PARECO est centrée, sa politique est basée beaucoup plus sur la prudence. Ce ne sont pas des gens qui s'engagent trop vite s'ils n'ont pas d'assurance, parce qu'ils ont déjà posé la base qui est l'occupation. Et nous allons comprendre ce que c'est l'occupation.
Et moi, je peux vous dire sincèrement que c'est un concept controversé, mais c'est un concept vrai. Et lorsque Félix a eu ce siège-là, dans la tête de la Pareco, il est inconcevable qu'une personne, un occupant, cède comme ça facilement le siège. C'est impossible. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui devrait se passer? Ngwanda a gardé, comme je dis toujours, c'est quoi? Il a gardé la prudence, parce que c'est le terme prudence qui est beaucoup plus utilisé dans la Pareco. Et lorsque maintenant Félix a fait ce discours, surtout le discours d'ici le 6 décembre de l'année dernière, il y a eu un sursaut de patriotisme, un truc qui devrait séduire tout le monde. Et M. Ngwanda, à ce niveau-là, il a été courtois. C'est-à-dire, il a vu, bon, écoutez, voyons un peu ce qui va se passer. Si c'est une bonne chose, alors c'est une bonne chose. Et les gouvernements, pour jusque-là, sur base des prémices déjà posées par la Pareco savait bien que le gouvernement qui sera mis en place sera soit un morne, soit un gouvernement qui va provoquer beaucoup de scandales et qui risque de faire chambarder toute la République. À ce jour, comme la Pareco est dirigée par Mme Candide Okeke, qui était l'ancienne directrice de cabinet de M. Ngwanda, et puis après elle était vice-présidente, donc elle est là. Nous pensons que la Pareco va changer beaucoup de choses. Et la Pareco va jouer à l'ouverture, va essayer de mettre un peu de l'eau dans son vin, bien sûr, avec cette prudence que je viens de dire. Et vous vous rappellerez que c'est Mme Candide Okeke qui avait participé aux négociations de Paris, c'était en juin 2012, où il y avait bien sûr le rapprochement entre l'UDPS et la Pareco. Vous vous rappellerez, il y avait Albert Moleka d'un côté et Odite Candide Okeke de l'autre côté. Donc ce n'est pas une nouvelle figure sur la scène politique. Donc il faut toujours s'attendre à beaucoup de choses et beaucoup de changements qui vont commencer à changer, d'autant plus qu'elle sera maintenant visible parce que M. Ngwanda, compte tenu de beaucoup de pesanteurs qui tournaient autour de lui, il ne pouvait pas trop se déplacer. Aujourd'hui, Candide Okeke fera des tournées, sera partout, et je pense que elle va bien porter le drapeau de la Pareco et nous serons là, bien sûr, pour la soutenir. Donc, compatriotes congolais, je parlais un peu de la diaspora. Vous avez constaté que, et vous devez le savoir, que la diaspora a toujours participé à la construction du pays. La diaspora, comme je l'ai dit, c'est le 1/10 de la population de la RDC. Et de ce fait, la diaspora a droit de siéger là où se prennent des décisions du pays. Ne pas le faire, ce n'est pas juste. La diaspora devra être au Parlement. Et c'est un droit. C'est un droit et c'est la justice. Et c'est aussi l'équité. Et voilà pourquoi, au nom de la diaspora, je demande au Parlement d'ouvrir déjà le débat sur les modalités de cooptation en vue, bien sûr, d'harmoniser les relations entre les Congolais qui sont au pays et ceux qui vivent dans la diaspora. Et vous le savez que l'écart se creuse de plus en plus entre ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Nous ne sommes pas des ennemis. Nos revendications, nous devons le faire au niveau du Parlement. C'est là où nous devons discuter
Et si vous voulez que la musique revienne, si vous voulez, bon, la musique c'est un peu trop bas aussi, mais il y a beaucoup de choses qui se font ici. Il y a les problèmes par exemple de taxes, de douanes, il y a les investissements aussi, tout ça, ça doit être canalisé. Et la diaspora, la présence de la diaspora au niveau du Parlement est très très importante. La diaspora participe au niveau social, au niveau économique, au niveau politique. Les combats, nous l'avons commencé ici au moment où le pays, c'est nous qui avons réveillé même le pays. C'est la diaspora. Donc, c'est question d'équité, c'est question de justice et c'est question du droit. Et être 1/10 de la population congolaise, ce n'est pas une mince affaire. Compatriotes congolais, abordons un peu le problème au niveau du gouvernement. Vous savez que l'incertitude continue. L'incertitude continue et la sortie du gouvernement pose encore de problèmes jusqu'à maintenant. Et il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises et cela maintenant nous arrivons à comprendre ce que M. Ngwanda disait toujours, c'est que nous sommes envahis, nous sommes infiltrés, nous sommes occupés. Parce que si le pays n'était pas occupé, ce n'était pas difficile à Félix Tshisekedi de mettre en place le gouvernement. Et avec tout ce qui se passe, il est vrai que si le gouvernement sort, ça va entraîner beaucoup de dégâts politiques. Il est possible. Et M. Jean-Marc Kabound, qui a été séduit par la conversion de membres de FCC, aujourd'hui il doit se redire. Donc c'était des roublards. Donc cette majorité actuellement qui était connue n'est plus la même majorité. Donc Jean-Marc Kabound a été roulé dans la farine par les gens de FCC. Aujourd'hui les choses changent et comme Ngwanda le disait toujours, nous sommes infiltrés. Aujourd'hui, nous sommes occupés. C'est ça l'infiltration. L'infiltration, ce ne sont pas des Rwandais. Les Rwandais envoient leurs chiens. Ce sont leurs chiens qui sont là. Vous voyez, c'est comme ça. Nous avions la colonisation. Le blanc est parti, mais il a laissé d'autres blancs à la peau noire. Ce sont des gens qui ont cet esprit. C'est l'esprit qui est là. C'est l'esprit de domination là, qui est encore là, et que les membres, ce que vous appelez les députés, les sénateurs, sont vraiment infiltrés. Et cette majorité, que nous croyons être la majorité, n'est pas celle-là. Et ça risque de poser beaucoup de problèmes. Et Félix Tshisekedi, qui a beaucoup pensé, qui a prêté oreille à des proches, à ses proches, les plus proches comme les Kabound. Or, les Kabound ont été infiltrés. Vous savez comment Kabound était monté même sur le cheval. Il y a eu les Rubelwa qui se moquaient même de lui. Donc, tout ça, l'infiltration est allée petit à petit jusqu'à ce qu'on a déjoué Genève 11-11 et Félix a eu le pouvoir. Et Ngwanda avait raison, il dit que mais, ces gens-là ne peuvent jamais donner le pouvoir facilement comme ça. Et s'ils ont donné le pouvoir facilement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et il faut faire beaucoup plus attention. Alors, Félix, maintenant, il est seul et il doit faire appel à sa propre conscience pour déjouer cette trappe. Et pour bien déjouer cette trappe, il n'y a pas d'autre solution que de dissoudre le Parlement. Donc, les deux chambres doivent être dissoutes. Mais, dissoudre, qui va organiser les élections? Parce que c'est cette assemblée qui doit accepter la personne, la décennie, tout ça. Bon, vous voyez? Donc ça devient un peu compliqué. La théorie de M. Ngwanda se confirme petit à petit pour montrer que Félix n'a pas les mains libres
Et s'il en avait, il pouvait faire cela facilement. Et s'il ose le faire aujourd'hui, comment ça, la majorité au Parlement risque de ne pas respecter parce qu'ils ont déjà ils sont retournés dans leur fief. Ils sont retournés chez Kabila. Et ça va poser encore beaucoup de problèmes. Parce que c'est le Parlement qui doit avaliser le président de CENI, c'est le Parlement qui doit avaliser le gouvernement. Et donc tout ça, ça pose des problèmes. Donc, pendant que Félix est en train de résoudre des grands problèmes, mais il y a les caciques de l'UDPS qui, forts de leurs 40 ans de lutte, ces gens-là ont développé une prière magique avec une formule qui commence au nom du Père Yachichi et du Fils Yafachi et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Vous voyez à quel niveau les gens ont eu à passer 40 ans à développer de telles théories. Compatriotes congolais, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Je parlais des élections et voici. Les élections de 2023 doivent avoir lieu. Les élections, c'est un thermomètre sur le plan international de reconnaître que dans ce pays, il y a la démocratie. Et les 40 ans de lutte de l'UDPS il n'a pas droit de ne pas organiser les élections. Quelles que soient des raisons. La communauté internationale n'acceptera jamais et jamais cela. Et c'est nous qui sommes ici et c'est nous qui vous le disons. La RDC, c'est un pays qui est dans les concerts des nations. Et les élections sont un pilier qui démontre la démocratie. Les élections, c'est une voie d'honneur. Les élections, c'est une voie de dignité et de grandeur. Ne pas organiser les élections, c'est-à-dire vous êtes l'ennemi de la démocratie et le monde vous combattra autant qu'on a combattu Kabila. Sans oublier, bien sûr, le peuple congolais qui attend. Donc, la diaspora qui appelle aussi à ce qu'elle puisse participer dans les discussions, dans les microcosmes politiques au niveau du Parlement, la diaspora souhaite à ce que les votes cette fois-ci se fassent par liste. Ça va faciliter beaucoup de choses. Il y aura la liste, je ne sais pas moi, Union Sacrée, la liste FCC, la liste, je ne sais pas, d'autres, les indépendants aussi. Et ce sont ces listes-là qui seront, donc la population aura tout simplement à choisir 3 ou 4 listes. Et sur cette liste-là, il y aura tout simplement les noms des gens, que cela soit au niveau du Parlement, au niveau des élections municipales, que ce sera des élections cantonales. Il y aura toujours 3 listes. Ça, c'est les gens de... Bon, ça s'est fait ici et ça ne pose pas beaucoup de problèmes que d'avoir plusieurs candidats de manière désordonnée. Et ça pose des problèmes. Mais par liste, on connaît, et c'est le parti ou le regroupement politique qui envoie des gens au Parlement. Au Parlement, il y a les affaires politiques. On ne parle pas des affaires familiales là-bas. Donc les choses devront changer. Et nous aurons aussi à faire voir que au niveau de... pour préserver la paix, parce que les élections, c'est un moment qui doit amener la victoire du pays, et non la victoire des individus. Et pour que le pays puisse gagner, les partis politiques ou le regroupement politique présentent des gens qui sont eux-mêmes déjà capables, parce que pas des gens dont la référence est l'argent, mais les gens dont la référence est l'amour du pays, le travail, la vision et la participation au développement du pays. Ce sont ces gens-là. Vous voyez ça. Et on ne peut pas amener des gens, par exemple, qui ont des dettes, ou des gens qui développent déjà des discours belliqueux. D'ailleurs, c'est à ce niveau-là même que j'étais surpris du discours de M. Fayulu, je crois, à l'université. Bon,
il a parlé un peu des choses, mais, mais il sera confronté. Parce que pour être candidat président, il faudrait que le service des renseignements aussi fasse son travail. Ça ne sert à rien de voter quelqu'un dont les intentions sont belliqueuses. Et alors, nous aurons la police sur la route, et nous aurons ceci ou cela. Non. Ce sont des choses, un homme d'État doit être là comme un unificateur. Il a perdu, eh bien il a perdu, bon, le monde continue et on va dans ce sens-là. Et voilà pourquoi les services de parquet doivent s'impliquer pour le casier judiciaire, les services spéciaux devront s'impliquer pour confronter toutes les personnes à leurs discours qui sont sur le net ou qui ont été entendus quelque part, ainsi de suite. On peut aussi le faire sur PV. Il y a aussi l'inspection des finances qui doit aussi voir est-ce que la personne est à même de... n'a pas de crédit quelque part, comment il gère même ses finances, tout ça. Il faudrait que l'inspection aussi des finances soit là. Permettez à tout le monde d'avoir un crédit, comme ça nous verrons comment chacun gère ce crédit-là. Vous ne pouvez pas amener des gens, d'ailleurs ça sera même une obligation à ce que vous êtes membre de parti politique, c'est pas moi, vous devez avoir un crédit à la banque. Vous devez avoir une ferme, tout ça, mais vous devez gérer, nous devons voir comment vous gérez. Et voilà pourquoi l'inspection des finances devrait être là pour dire que bon, cette personne est bonne pour la gestion ou pas. Il y a aussi l'Église qui doit aussi intervenir et donner son... Bon, lorsque je parle d'Église, je ne parle pas de l'Église catholique, non, je parle de l'Église, et je crois qu'ils ont un certain écuménisme. Ils doivent se dire, est-ce que ce monsieur a une bonne moralité à l'Église, bon, son éthique sur le plan sociétal, est-ce que ça marche? Donc voilà, ce sont je ne peux pas dire des barrières, mais ça doit faire partie de certains critères aussi, afin que lorsque les élections sont là, même au niveau de la présidentielle, et que lorsque on a proclamé que l'autre ait le temps de féliciter l'autre, que celui qui a gagné ou celui qui a perdu ait le temps de féliciter l'autre, et assiste même à je sais pas moi, sa prestation de serment. C'est cela ce que nous voulons. Mais si les gens commencent déjà par ces attitudes belliqueuses, comme je l'ai senti sur Martin Fayoul, moi je ne vois pas ça, je ne vois pas ça. Je ne vois pas comment il peut se dire candidat à l'élection et amener le peuple dans la rue. Donc voilà. Donc compatriotes congolais, ce sont là un peu quelque chose que je suis en train de dire, parce que je vais arriver maintenant à l'hommage, parce que ne perdons pas de vue que M. Ngwanda est décédé, que nous devons lui rendre un certain hommage. Mais avant cela, je vais parler un peu de mon regroupement politique. J'ai parlé de la PARECO, je parle maintenant du Congo Libre. Le Congo Libre, que vous connaissez, a adhéré à l'Union sacrée pour 3 raisons. La première raison, c'est parce que c'était le caractère de l'union. Là où il y a l'union, nous devons être là, parce que c'est là où il y a tous les Congolais. Nous devons être là. Ça, c'est bien. Deuxième chose, c'était la bonne volonté politique de son initiateur. Il veut associer à sa vision tous les Congolais honnêtes. Même si vous étiez malhonnête, mais dès que vous entrez dans l'union sacrée, vous devenez automatiquement honnête. Et la troisième raison, je crois, c'est cela, c'est que nous savons que l'éthique morale positive de son initiateur, c'est-à-dire Félix, renferme en lui-même un système de valeurs. Il n'est pas là pour les antivaleurs, il est là pour les valeurs. Il a des principes de bonne conduite. Alors c'est sur base de tout ça que nous avons dit, non, nous, Congo Libre, nous devons adhérer à cet esprit. Dans le Congo Libre, c'est vrai. Maintenant, en pratique, nous ne croyons pas beaucoup au matériel, mais nous croyons beaucoup à l'immatériel pour reconstruire l'homme. L'homme doit être reconstruit. Et pour que l'homme soit réellement reconstruit, il faudrait que cet homme ait des garanties matérielles. Voilà maintenant là où les matériels arrivent.
Parce que l'homme congolais devra être indépendant économiquement. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec Félix. Il a créé une caisse, je crois, pour le moment. Il va faire maintenant le marché. Et ce marché-là va enrichir les gens. Et ce marché-là devra être construit à Lubumbashi, à Kisangani, à Mbandaka. Le même modèle. Ne lâchez pas ces gens-là qui construisent. Dès qu'ils terminent là-bas, ils vont aller à Kisangani, après ça, à Mbandaka, ils vont aller dans les grandes villes. Nous avons 26 provinces. Ils doivent construire ce même marché, même type de marché dans toutes les provinces. Parce que c'est là où il y aura des crédits. Tout le monde fera les affaires. Bon, je ne sais pas lorsque tout le monde fera les affaires, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais nous sommes quand même 100 millions. Et je sais que les affaires iront pour les mieux. Il y aura les travailleurs, il y aura les étudiants, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose de très important. J'ai suivi les gouverneurs de Kinshasa, ils parlent d'une année. Donc, il est possible que en mars de l'année prochaine, ce marché-là sera déjà opérationnel. Donc ça, c'est très important pour nous. Lorsqu'on enrichit les jeunes comme ça, on enrichit les gens à être indépendants, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas protéger un pays si grand et si riche avec une population très pauvre et une population appauvrie, NON. C'est la force des États-Unis, c'est parce que individuellement, chaque Américain est fort. Ils sont très forts. Il y a des gens qui ont des milliards de dollars, comme les Donald Trump. C'est son argent privé, ce sont des milliards. Il y a même la jeune ici, Rihanna. Elle a une affaire de 50 millions à elle seule. Elle, 50 millions, elle compte comme ça, 50 millions. Alors, je ne sais pas si elle en a déjà eu plus, parce que ça, ce sont des statistiques il y a 2-3 ans, je crois. 3 ans. Mais, donc, et l'argent même est publié. Vous connaissez que non, monsieur tel a l'argent. Monsieur tel a l'argent. Telle dame a autant d'argent. Donc, c'est dans ce sens-là. Bon, compatriotes, l'Union sacrée, nous avons adhéré. Et nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer. Vous savez que l'armée est dans la voie maintenant de la réunification, la discipline. Il y a la discipline maintenant de la hiérarchisation, surtout dans l'unité de commandement. Maintenant, nous avons une armée, s'il y a le mot d'ordre qui vient de haut, et ça va se suivre. Donc, de ce côté-là, l'armée est en bonne voie. Au niveau de la magistrature est en train de rechercher son indépendance. Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de bureaux, ils n'ont pas beaucoup de places. Je ne sais pas comment ils vont commencer à siéger. Il faut engager les nouveaux magistrats. Et tout ça, c'est une bonne chose. Nous avons constaté qu'il y a la liberté de parole. Nous voyons que les gens peuvent insulter, surtout dans les médias, nous voyons tout ça. Donc c'est quelque chose de très important pour nous lorsque nous voyons des choses comme ça. Ça nous intéresse, nous autres qui sommes ici en Occident. Et sans oublier aussi la lutte contre la corruption. Nous voyons comment les gens sont en train d'être arrêtés. Nous voyons les efforts que fournit l'IGP, l'inspection générale des finances, comment est en train de faire. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Ça renflue le caisse, et lorsqu'il y a l'argent, on va engager les magistrats, on va bien avoir le niveau de vie des militaires, on va le service de... Donc voilà, il faut qu'il y ait l'argent. Hein, il faut qu'il y ait l'argent. Donc c'est très important. Voilà, compatriotes congolais, les quelques mots que j'avais à dire, mais je vais terminer par l'hommage à M. Honoré Ngwanda. Vous savez que le leader de la PARECO nous a quittés. Il est décédé en exil au Maroc, c'était le dimanche dernier, le 21 mars 2021. Alors, je me dois de rendre un hommage sincère à ce grand homme, controversé. Cet homme a été incompris jusqu'à la fin de sa vie. Donc, par cet hommage, je suis d'avis que des millions de Congolais se retrouveront dans mes propos. J'ai été victime, moi-même, de tout ce que vous pouvez dire. J'ai été victime du mouboutisme. Et beaucoup de Congolais aussi, des milliers de Congolais aussi ont été victimes. Je n'étais pas seul. Et
je peux dire aussi que... Attendez, j'ai mon papier ici, je dois me retrouver. Alors, je disais que beaucoup de gens, beaucoup de Congolais vont se retrouver parce que je m'identifie à eux. J'étais, comme je l'ai dit, j'étais victime du mobutisme. Le mobutisme que M. Honoré Ngwanda avait accepté de porter le chapeau. M. Ngwanda a accepté, il a demandé même pardon pour cela. Et j'ai eu le temps de réfléchir. Et j'ai eu aussi le temps de voir la transformation dans M. Honoré Ngwanda. Cela m'a permis de percevoir réellement l'amour caché dans cet homme. M. Ngwanda avait démontré cet amour inconditionnel, lui-même l'a fait. Il est resté fidèle aux côtés du maréchal Mobutu. Au moment où tout le monde avait abandonné Mobutu, Honoré Ngwanda est resté. Cela, c'est un signe de fidélité. Lorsqu'on s'engage avec quelqu'un, vous devez aller avec lui jusqu'à la mort. Il a montré un exemple de politicien. Si vous avez choisi une voie, si vous êtes des Mazembe, soyez Mazembe. N'allez pas le lendemain chez le Popo, non. Si vous êtes Vita, soyez Vita. On ne retrouve pas, non. Ngwanda a fait ça, et ce qui nous tue, nous autres, le pays, c'est que vous avez un collaborateur et vous ne savez pas ce qui est caché derrière sa tête. Et c'est ça ce qui fait que vous avez vu les gens aujourd'hui, ils sont là, l'Union sacrée est arrivée, tout ça. Il a servi Mobutu et puis la FDL est venue, il est entré, et tout ça. Donc on ne connaît pas réellement là où on peut le fixer. Et Ngwanda a démontré sa fidélité. Personnellement, j'ai eu le temps suffisant pour mesurer le sens du pardon. C'est un pardon public qu'il avait accordé. Il a accordé ça au peuple. Il a dit qu'ils ont commis des maux. Gratuitement, ils ont causé du tort au peuple congolais. Et il a demandé pardon. J'ai eu aussi le temps de comparer ces mots qu'il a infligés au peuple lorsque je les compare aux mots que Kyungu Wakumwanza a infligés au même peuple, alors que Kyungu Wakumwanza n'a jamais même demandé pardon au peuple congolais pour des milliers de morts directes, des morts indirectes, et même des morts issus des effets collatéraux de ces actes de folie. J'ai compris que si aujourd'hui Kyungu est là, il n'est pas inquiété, il est là avec tous ses biens. J'ai vu qu'il y avait l'injustice et j'ai cherché à être juste devant Dieu parce que j'ai vu que ceux qui ont tué, même les bébés, les gens comme les Kyungu, sont là libres, sont en train même de se la couler douce, tandis que M. Ngwanda se bat pour le pays et il est comme un paria. C'est ainsi que, au nom de toutes les victimes congolaises, j'ai accepté ce pardon selon la recommandation de Jésus-Christ. Ayant accepté ce pardon au nom du peuple congolais qui a souffert, voici maintenant mon hommage qui peut maintenant sortir du fin fond de mon cœur. Monsieur Honoré Ngwanda, Zamboko Atumba, je sais que vous m'entendez, car chez les Bantous, les morts ne sont pas morts. Vous aviez été pour moi un frère dans le Seigneur. Et vous avez été un frère dans le combat de résistance. Je ne pensais pas qu'un jour, dans ma vie, je pourrais un jour me retrouver sur ce chemin politique et combattre les maux qui se passent dans notre pays dans une convergence parallèle. Je suis né dans une famille très pauvre, à Elisabethville,
dans le Congo belge. J'ai grandi dans cette position de paria social dans le régime de Mobutu. Toute ma jeunesse, je l'ai passée dans le régime de Mobutu. J'ai appris à me battre durement, déjà à l'âge de 10 ans. Ma mère qui nous supportait les études parce qu'elle s'est débrouillée, elle faisait un peu de commerce pour nourrir ses 8 enfants. Je suis dans une famille de 8 enfants. Cette mère sera frappée d'un cancer qui l'emportera 6 ans plus tard. J'avais à ce moment-là 16 ans. J'ai 2 grandes sœurs et les autres, ce sont des petits frères. Donc, c'est dans la rigueur et la discipline de moi-même que j'ai affronté le régime Mobutu pour survivre et me donner cette visibilité sociale. Beaucoup n'ont pas eu cette occasion. La plupart de mes compatriotes sont morts avec amertume. Donc, le temps n'est pas indiqué pour décrire l'état animal presque dans lequel vous aviez forcé des Congolais à vivre, ou du moins, c'était le régime Mobutu que vous avez soutenu et qui a forcé des Congolais à vivre dans cette déshonneur pour le seul fait tout simplement d'être né dans une province autre que la province de M. Mobutu. Moi, je suis du Kasaï. Et il y a eu beaucoup de victimes à tous les niveaux. Au niveau des études, donc il y avait des cas à tous les niveaux. Cependant, M. Honoré Nganda, j'ai apprécié votre valeur du fait que vous aviez laissé votre personnalité être drainée dans la boue par des incriminations à tort ou à raison. Vous aviez accepté de porter le fardeau de tous les péchés de M. Mobutu et de sa gestion, et vous aviez en toute humilité demandé pardon à toutes les victimes. Pour moi, cela était un courage spirituel que nous recommande Jésus-Christ. Monsieur Honoré Nganda, je sais que vous m'entendez. Parlant de votre combat politique, permettez-moi de vous dire que vous serez toujours incompris dans votre concept des pays occupés, et pourtant un concept vrai. Ce concept comporte en lui-même des germes contraires à votre vision pour ce fait. Pourquoi? Parce que vous avez soutenu Jean-Pierre Bemba, qui a pactisé avec les occupants. C'est en 2006. Vous avez soutenu Étienne Tshisekedi, qui a pactisé avec les occupants en allant aux élections. Alors, tout cela, ça nous donne une certaine confusion. Et comme vous l'avez dit, on ne collabore pas avec un occupant. On le chasse. Et on le chasse par l'usage d'une force. Et cette force-là, les contours sont restés obscurs. Personne ne vous a compris. Monsieur Honoré Nganda, à travers votre mort, survenue ici en exil, c'est-à-dire loin de la chaleur familiale et loin des rites viatiques traditionnels, cela nous interpelle, nous qui sommes en exil. C'est le même sort qui nous réserve, qui nous est réservé d'ailleurs. Seul Félix Tshisekedi peut bien comprendre ce que cela veut dire, priver la famille d'un deuil traditionnel. Le cas de son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, à qui on avait privé le vrai deuil
traditionnel. Au moment d'abord où le corps de Etienne Tshisekedi, parce que chez les Bantous, le vrai deuil, c'est lorsque le corps est encore le corps, au moment où l'esprit l'habite encore. C'est à ce moment que ce corps renferme la puissance de la transcendance. C'est-à-dire, l'homme a quitté la mort. Il a laissé la mort, il est devenu esprit. Et qu'est-ce que cela va nous dire? Parce que cette liesse, nous l'avons vue en Tanzanie avec le président qui est décédé. On a vu le peuple jouir de ça. Admettons que ce président soit mort à l'extérieur et que 2 ans après il revienne au pays, l'engouement ne sera pas le même. Et c'est ça ce que nous sommes en train de vivre. Monsieur Honoré Ngwanda, par votre mort, nous les exilés, nous avons ressenti cela. Nous ressentons l'amertume de vivre loin de la chaleur familiale. Nous avions été à 2, ici dans la diaspora, à informer notre peuple. Maintenant, je ne peux pas dire que je suis resté seul, mais je sais qu'il y aura d'autres combattants qui vont sortir au sein de la PARECO et qui vont parler pour le peuple. À votre famille de résistance, qui est la PARECO, je dis ceci. On ne pleure jamais un combattant mort sur le champ de bataille. On ramasse simplement ses armes et on continue le combat. Le Congo libre que je dirige sera prêt d'apporter son soutien à votre successeur, Madame Candide Okeke, oui, dans sa lourde charge. Il ne me reste qu'à vous dire, repose en paix, Monsieur Honoré Ngwanda, et salue bien sûr toutes les âmes décédées en exil et dont leur esprit continue d'errer sur les terres étrangères. Et que Dieu se souvienne, ne fût-ce que d'une de vos petites actions positives que vous avez posées ici sur cette terre. Adieu, grand combattant.